Bon, ben, pour cette 15e semaine de nos rendez-vous hebdomadaires et 14e mondiaux des Ligues d'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, nous avons le plaisir, Michel et moi, d'accueillir Frédéric Dambach pour nous parler de randori. Alors, le randori, défini et placé par Kano comme un des 4 piliers de sa méthode, est une des inventions qui fondent le judo. Parfois, néanmoins, aujourd'hui, on peut même se demander si elle ne l'occupe pas entièrement, voire, oserais-je, s'il ne s'y substitue pas. Et sur un autre plan, ne faut-il pas aussi se demander si ce que nous appelons randori correspond bien à la manière comme à la définition qu'en proposait Kano? Frédéric ne m'en voudra pas, j'espère, si je précise que la soixantaine n'est plus très loin désormais. Et pourtant, comme beaucoup d'entre vous le savent, il continue à être un boulimique du randori, tourbillonnant sur les tatamis depuis 50 ans avec toujours autant de fringance et d'élégance, entraînant inexorablement dans son mouvement jeunes et moins jeunes de tout niveau, prouvant par là que le randori, ce n'est pas une histoire d'âge. Et l'efficacité du geste non plus. Mais y a-t-il ou faut-il un lien nécessaire entre ces deux affirmations? Je me souviens qu'à un stage à Montpellier, il y a quelques années, quelqu'un lui avait demandé pourquoi il continuait ainsi la pratique du randori avec autant d'appétit. Et il avait répondu: c'est que je suis un drogué de cet exercice. Si je ne le pratique pas, je suis en manque. Mais alors, Fredo, par-delà l'aspect addictif, dont c'est peut-être une conséquence, le randori, pourquoi faire? Merci pour cette présentation sympathique. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs. D'abord, je suis très heureux de vous retrouver. Il y a énormément d'amis là qui sont présents, ça me fait très plaisir. Alors oui, je vais essayer de faire un petit peu, vous donner en tout cas ma vision du randori, hein, qui est peut-être pas celle de tout à chacun. Et pour ça, j'ai fait un petit PowerPoint. Alors pour ça, donc je vais basculer en écran partagé. Voilà. Est-ce que, est-ce que, à partir c'est bon là, tout le monde voit? Non, là on a Zoom. Ah bon, Tu as dû te tromper d'application. nouveau partage. Ouais, là c'est bon. Et là, c'est bon. Oui, Donc le titre, le randori, c'est bon. oui. Ok, bon, bah, je vais débuter donc, par tout simplement reprendre la signification des termes, hein, même si je pense que tout le monde sait ce qu'il en retourne. Mais bon, très simplement, le randori, bien sûr, c'est composé de deux kanji, ran et dori. Le kanji dori, ça signifie la saisie, et le kanji ran, ça signifie, c'est une connotation de liberté de choses non ordonnées. Alors effectivement, par rapport à quoi? Bah, en fait, le randori, ça va être un exercice où, à la différence du kata, il n'y a rien de prévu. Entre uke et tori ne savent pas à l'avance ce qui va se passer. C'est donc un exercice libre. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, il va falloir instantanément s'adapter parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Et si on regarde tout simplement le terme judo, et dedans il y a ju, et ju, c'est aussi l'adaptation, la souplesse, mais considérée comme l'adaptation. Donc rien qu'en regardant les termes, on peut se dire qu'effectivement, le randori, c'est essentiel, c'est même consubstantiel au judo. Je dirais, sans randori, il n'y a pas de judo. C'est au cœur du judo. Alors, allons un petit peu plus loin. Pour pouvoir faire randori, à mon sens, il y a un certain nombre de conditions. Et si les conditions sont réunies, il y a des objectifs qui peuvent éventuellement être atteints. La première condition, qui est très simple, c'est qu'il faut un environnement sécurisé. On ne peut pas faire randori dans un préau, dans la rue, sur une aire d'autoroute. C'est déconseillé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de tatami. Et s'il n'y a pas de tatami, quand on tombe, on risque de se faire mal. Mais inversement, à partir du moment où il y a un tatami, on peut être projeté, parfois même très violemment, sans se faire mal. Mais pour ça, il faut quand même d'autres conditions. Il faut des compétences techniques. Au niveau du quai, bien entendu, il faut une compétence technique. Uke, ça vient de ukeru, recevoir. Donc, uke va devoir, bien entendu, recevoir les attaques
de Tori, mais également, il va falloir qu'il puisse se recevoir correctement, c'est-à-dire maîtriser sa chute. La chute est fondamentale dans le judo et particulièrement dans le randori. Il n'y a pas de randori sans chute. Il ne devrait y avoir toujours des chutes dans le randori. Et puis, ça ne suffit pas parce qu'il faut que Tori aussi, lui, soit capable de projeter ou d'armloquer ou de faire, en fait, de marquer. Et il faut que cette projection soit maîtrisée. Maîtrisée, ça veut dire que vous avez déjà un catalogue technique, hein, qui présente très précisément ce qu'on peut faire. Il dit aussi ce qu'on ne peut pas faire. Vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre au fil du temps, de techniques qui ont été jugées trop dangereuses et qui ont été supprimées. Et ça évolue, ça évolue. Et peut-être que d'autres techniques qui sont actuellement apparues, comme par exemple le reverse soinage, que je trouve personnellement dangereux, qui vont peut-être un jour être interdites parce qu'on ne peut pas à ce moment-là évoluer dans un environnement sécurisé. Quand on a ça, il reste quand même une dernière chose, il reste un dernier contrat à passer entre Uke et Tori. Qu'est-ce qu'il dit ce contrat? Eh bien, Uke va être d'accord pour prêter son corps, c'est-à-dire qu'il va dire bah, si la technique est bien faite, bah, je suis d'accord pour chuter puisque de toute façon je ne risque pas grand-chose. Et puis, bien entendu, à l'inverse, il va y avoir une obligation pour Tori qui va devoir rendre le corps du quai dans l'état où il l'a trouvé en entrant. En entrant quoi? Bien entendu, en entrant la technique. À partir de ce moment-là, si toutes ces conditions sont acquises, eh bien, on va pouvoir poursuivre un objectif. Quel est l'objectif de Randori? Eh bien, c'est de passer de la théorie à la pratique, tout simplement. On a théorisé, on a eu des cours théoriques, mais il faut que ça passe l'épreuve de la pratique. Sinon, un judoka qui ne passe pas l'épreuve de la pratique, en fait, est au milieu du gué. Il va falloir passer à la pratique, mais pas n'importe comment. Il va falloir passer à la pratique en cherchant l'efficacité, et cela va sans dire, mais ça va beaucoup mieux en le disant, le hippon. Le judo, le randori, ça sert à comprendre comment on peut mettre hippon à l'autre. C'est tout bête, mais lorsqu'on se pose cette question-là, y a-t-il beaucoup d'hippons dans les randori que l'on voit tous les jours? Peut-être que la réponse est loin d'être affirmative. Donc, je reprends. Alors, si les conditions sont respectées, si l'objectif est véritablement recherché, alors on peut faire un randori, c'est-à-dire vivre une expérience réelle, reproductible. Fait-on souvent randori? Question, peut-être on va pouvoir en discuter après cette présentation. Pour moi, bah, pas tout le temps, même des fois dans certains endroits assez rarement, malheureusement. Et je terminerai cette première partie par une petite remarque. En fait, le randori, qui est fondamental dans le judo, c'est quand même une exception dans les sports de combat. Parce que si vous deviez, par exemple, proposer un randori à un boxeur, vous allez le voir, vous lui dites, cher ami, seriez-vous d'accord pour vivre avec moi une expérience réelle reproductible qui consisterait à ce que je teste mon uppercut sur votre foie? Eh bien, il est probable qu'il dira non. Donc, c'est quand même assez particulier le randori, et le judo, pour ça, c'est quand même le randori avant tout. Que se passe-t-il dans le randori? Que se passe-t-il dans le randori? Eh bien, tout d'abord, on a une situation que l'on a acceptée. En fait, ça peut être une problématique, en fait, hein, qui pèse 50 kg, qui mesure 1,20 m, ou qui pèse 120 kg, qui mesure 2 mètres. Mais en fait, c'est une problématique qu'on a acceptée. On a accepté la problématique, la situation, l'autre. Et puis, on va quand même réfléchir un minimum. On va réfléchir, il est grand, il est petit, on va essayer de faire quelque chose ou pas. Bref, on va élaborer une stratégie. Mais là, bien entendu, on est dans le champ théorique. On est encore dans le champ théorique. On n'a pas encore basculé dans le champ pratique. On va basculer dans le champ pratique quand on va saluer et quand on va saisir. À ce moment-là, on va basculer dans un champ pratique beaucoup plus large, comme vous le voyez, où là, la réflexion va laisser place à la sensation et à l'adaptation. On va beaucoup moins réfléchir.
peut-être à à des moments, des petits moments dans le randonnée, mais on va globalement être beaucoup plus dans l'instinct. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attaquer, on va défendre, on va faire plein de choses. On va feinter, on va gérer, on va anticiper, on va contrer, on va essayer de tenir, on va essayer de faire des choses, on va essayer d'optimiser ses moyens si on sent que la fatigue arrive. Bref, on va développer véritablement tout un arsenal de ce que j'appelle des HMF, qui ne sont pas les habiletés motrices, mais les habiletés mentales fondamentales. Et puis, bien entendu, on va surtout jouer et on va surtout prendre du plaisir, parce que c'est pour ça quand même qu'on est là, au-delà de l'aspect technique, on est là pour jouer avec l'autre et prendre du plaisir. Bien sûr, nos efforts vont être couronnés de réussite, ou bien ça va être des échecs. Et puis, on va dessaisir, on va saluer et on va rebasculer dans le champ théorique où là, on va d'abord un petit peu gérer les émotions. On est content, pas content, voire euphorique. Si on a mis un superbe mouvement, on dit «Ah, enfin, j'ai compris quelque chose», ou bien au contraire, ben non, il va falloir que je réfléchisse à nouveau, il va falloir que je fasse autrement, il va falloir que je retourne 100 fois sur le métier, remettre l'ouvrage. Bref, j'ai vécu une expérience que je vais pouvoir, comme je le disais, reproduire. Et ce tourbillon d'expériences, bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être ni plus ni moins, et je reprends le titre de Jazarin, une école de vie. Le randori est pour moi école de vie et sert à développer des habiletés techniques, motrices, mais aussi des habiletés mentales. C'est la fameuse méthode éducative chère à Jigoro Kano. Je m'arrête un peu sur la saisie, parce que la saisie, vous conviendrez bien que sans saisie, point de salut. Enfin, plutôt, on salue, mais sans saisie, on ne peut rien faire. La saisie, ce qu'on appelle chez nous le kumi-kata avec un K. Personnellement, j'ai plutôt tendance à l'écrire avec un C. Pourquoi? Parce que le plus souvent, il est catastrophique. Pourquoi est-ce que le kumi-kata est catastrophique? Eh ben, tout simplement parce que le rôle du kumi-kata, normalement, est de permettre l'expérience. Or, de plus en plus, particulièrement en compétition, c'est évident, mais même en club, le rôle du kumi-kata avec un C est d'empêcher l'expérience. Évidemment, s'il n'y a pas de saisie, si je reprends cette vision circulaire, hein, et ceux qui me connaissent trouveront ça peut-être amusant, cette vision circulaire du randori, si je la tronque là, ben, il ne va pas se passer grand-chose. L'expérience ne va pas pouvoir avoir lieu. Si je ne saisis pas, elle ne va pas pouvoir avoir lieu. Et pourtant, c'est ce qui se passe très souvent. Évidemment, c'est évident en compétition, hein, où on voit, allez, on va dire, entre deux saisies, il faut 1 minute, hein, ce qui fait que sur 5 minutes de combat, il n'y a pas beaucoup de saisies. Mais même en club, descend la main, descend la manche, le prend pas, fait péter la garde, etc., etc. Très souvent, l'expérience n'a pas lieu. Alors évidemment, c'est pas que rien ne se passe, parce que c'est sûr que si on ne saisit pas, on supprime le risque. Ça, c'est sûr. Mais on supprime aussi la faculté d'acquérir des habiletés techniques. On supprime la faculté d'acquérir des habiletés mentales. Et puis, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de plaisir, bien sûr. Et puis, bah, tout ce qu'on développe, c'est la peur de l'autre. L'autre comme une personne avec laquelle on ne communique plus, puisqu'on ne le saisit plus. Et puis, comme on ne pratique plus non plus, ben, on ne tombe pas, mais on développe la peur de la chute, éventuellement la blessure. Bref, ce n'est pas très, très positif tout ça. Et la question qui se pose, et qui se pose à beaucoup de personnes, malheureusement, je pense, c'est: êtes-vous intéressé? Avez-vous envie de passer du temps à étudier des choses pour ne pas pouvoir ni les placer, ni en prendre du plaisir? Simplement risquer de vous blesser? Non, je crois franchement que malheureusement, force est de reconnaître que si on me proposait ça comme ça, ben, je ne ferais plus randonnée. Et donc, partant de là, je ne ferai plus judo. Je dirais même que si le randonnée est au cœur du judo, eh bien, moi, franchement, je pense que le judo français est cardiaque. Ça veut dire qu'il
Il est urgent de se pencher sur ce problème parce que si on veut véritablement pouvoir prendre du plaisir, pouvoir faire du judo, pouvoir progresser, et je parle surtout pour nos jeunes, si on veut qu'ils développent des habiletés techniques, des habiletés mentales, si on veut véritablement que la méthode de Jigoro Kano soit pleinement appliquée, eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup sur les conditions dans lesquelles on peut faire revivre le randori. Donc, j'ai terminé pour cette partie. Je finirai 2 minutes sur une vision très personnelle du randori et très personnelle du judo, qui j'espère va vous faire sourire également. Parce qu'en fait, quelle est l'ultime proposition pour moi du randori? Eh bien, il y a deux propositions, deux grâles que nous propose le judo et le randori tout particulièrement. Le premier, c'est l'invincibilité, et le second, c'est l'éternelle jeunesse. Et avouez quand même que c'est assez alléchant. Si jamais quelqu'un connaît Nomis, un slogan du style faites du judo, soyez invincible et éternellement jeune, je pense que ça peut que le séduire et qu'on renouera très rapidement avec les 500 000, voire le 1 million d'adhérents de licenciés. Moi, je dis ça comme ça, mais bon, ça me paraît pas mal quand même. Alors, l'invisibilité. Pourquoi? Ben, j'invente rien en fait, hein. L'invincibilité, c'est Kano qui le dit dans un texte célèbre. Kano nous dit, supposons qu'un adversaire se présente de force 10 et moi, malheureusement, je ne dispose que d'une force 9. Je peux éventuellement essayer d'augmenter mes capacités physiques pour acquérir une force 11, mais nous dit Kano, ce n'est pas la bonne solution, pas du tout. Parce que se passe-t-il si un adversaire de force 12 apparaît, un adversaire de force 13 ou bien un adversaire de force 14? Moi qui suis déjà fatigué, moi qui ai déjà pris un peu d'âge, jamais je ne serai capable d'augmenter jusqu'à l'infini mes capacités physiques. Et donc, Kano nous dit non, pas du tout. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire, et là je vais emprunter le titre d'un ouvrage non moins célèbre, il faut faire le choix de la faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut s'arranger avec ce qu'on a, mais mieux l'utiliser, mieux utiliser l'efficacité. Avec 9, on doit battre la force 10. Et pendant qu'on y est, pourquoi utiliser du 9? Pourquoi pas utiliser une force 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bref, vous voyez ce que je veux dire. En fait, Kano nous dit que au judo, l'infiniment faible surpasse l'infiniment fort. Du coup, bonne nouvelle, car vous le savez comme moi, la faiblesse étant la chose la mieux répartie chez l'homme, eh bien nous sommes tous et toutes suffisamment faibles pour faire du judo. Nous sommes tous et toutes suffisamment faibles pour devenir invincibles. L'éternelle jeunesse. L'éternelle jeunesse, c'est une conséquence de la première propriété. Vous voyez, j'ai reporté ici la courbe de la vie. Vous la connaissez comme moi, j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement. Nous commençons adorable bambin pour nous métamorphoser en magnifique jeune homme ou magnifique jeune fille, et pour finir, la course du temps, la course de la vie, un peu moins magnifique, un peu moins adorable, quoique. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous arrivons à un pic à un moment donné, un plateau, un pic, un cap, une péninsule, je ne sais trop, mais enfin, on est là-haut et on ne va pas y rester très longtemps. Vous, moi, ou même Teddy Riner, qui est sans doute aujourd'hui là-haut, eh bien, s'il veut se maintenir, j'ai cru comprendre l'intention de s'y maintenir jusqu'en 2024, qu'est-ce qu'il peut faire? Augmenter ses capacités physiques? Non, Jigoro lui dirait non, non, Teddy, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas parce que tu es déjà au summum. La chose, en revanche, que tu peux faire, c'est essayer d'augmenter ton efficacité. Et si tu augmentes ton efficacité, eh bien, tu vas pouvoir peut-être rester un petit peu plus longtemps là, quelques années. Et puis, si au fur et à mesure que tes capacités physiques s'amoindrissent, tu continues à augmenter ton efficacité, tu vas rester encore un petit peu plus longtemps ici. Un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longtemps. Et vous voyez le résultat, eh bien, cette droite est parallèle à l'axe du temps et elle coupe l'axe de la vitalité en son maximum. Eh bien, si on est un temps infiniment long
en possession de ses moyens de manière optimale, bah, on est éternellement jeune. Alors, évidemment, vous allez me dire: «Fred, tu délires complètement. Jamais personne jusqu'à présent n'a réussi à être invincible et jamais personne jusqu'à présent n'a réussi à rester éternellement jeune». C'est vrai, jusqu'à présent. Mais vous avouerez, mes amis, que la proposition est quand même très alléchante. Et vous avouerez quand même, mes amis, que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fredo.